Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Nous vivions à Dabou, une petite ville tranquille de la Côte d'Ivoire, là où tout le monde se connaît, où les nouvelles circulent plus vite que le vent qui traverse les palmiers. Une ville paisible en apparence, rythmée par l'école le matin, le marché à midi et les repas familiaux le soir. C'est dans cette ville que notre malheur a commencé, sans bruit, sans cri, autour d'une table ordinaire. Ma belle-mère n'était pas ce qu'elle semblait être. Quand mon père l'a épousée, personne n'a vu le danger. À Dabou, elle était respectée. Elle saluait toujours les anciens, parlait doucement aux voisins et se rendait souvent au marché central, panier au bras, comme toutes les femmes du quartier. Elle souriait peu, mais son silence inspirait confiance. On disait d'elle qu'elle était sérieuse, posée, une femme bien. Elle passait presque tout son temps dans la cuisine. Chaque soir, à la même heure, elle préparait les repas. Le riz, l'attiéké, les sauces épaisses aux odeurs puissantes. La maison se remplissait de parfums qui ouvraient l'appétit. Elle dressait la table avec soin, toujours dans le même ordre, toujours avec les mêmes gestes précis. Puis elle nous servait, mon petit frère et moi, avant de s'asseoir en face de nous. Elle mangeait rarement. Elle regardait. Au début, nous n'y avons vu aucun mal. Après tout, beaucoup de mères mangent peu. Mais avec le temps, ce regard est devenu lourd. Fixe. Comme si chaque bouchée comptait. À cette époque, j'étais un très bon élève. À l'école primaire de Dabou, mes enseignants me citaient souvent en exemple. Mon père était fier de moi. Il répétait que l'école était notre seule chance, notre avenir, notre porte de sortie. Mon petit frère aussi s'en sortait bien. Nous étions motivés, curieux, pleins d'espoir. Puis les notes ont commencé à chuter. D'abord lentement. Une mauvaise note ici, une autre là. Puis brutalement. Des contrôles ratés sans raison. Des devoirs où mon esprit semblait vide. Devant ma copie, je savais que j'avais révisé, mais les réponses ne venaient plus. Comme si quelqu'un avait effacé ce que j'avais appris. Mon petit frère a changé lui aussi. Il oubliait des choses simples, confondait les chiffres, se mettait à pleurer pour rien. Ses enseignants ont convoqué notre père. Il parlait de baisse de niveau, de distraction, de problèmes à la maison. Mon père ne comprenait pas. Ma belle-mère, elle, restait calme. Les enfants passent par des phases, disait-elle. Ça va revenir. Mais quelque chose m'intriguait. Les jours où elle ne cuisinait pas. Parfois, elle quittait Dabou tôt le matin pour aller rendre visite à une connaissance dans un autre quartier ou un village voisin. Ces jours-là, mon père achetait à manger dehors ou préparait lui-même le repas. Et étrangement, ces jours-là, tout changeait. À l'école, je comprenais mieux. Je participais. Je retrouvais ma confiance. Mon petit frère riait à nouveau, retrouvait ses réflexes, ses réponses justes. Puis elle revenait. Et avec elle, la lourdeur revenait aussi. Après chaque repas qu'elle préparait, une fatigue étrange nous envahissait. Une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'esprit. Nous dormions trop. Nous faisions des rêves confus. Des rêves où nos cahiers devenaient blancs, où nos stylos se brisaient entre nos doigts. Un soir, j'ai commencé à observer. Elle insistait toujours pour que nous finissions nos assiettes. Il ne faut jamais laisser la nourriture, disait-elle doucement. Quand je mangeais lentement, son regard devenait plus dur. Quand mon frère rechignait, elle se levait pour surveiller de plus près. Elle ne criait jamais. Elle n'avait pas besoin de crier. Puis une nuit, tout a basculé. Je m'étais levée tard pour boire de l'eau. La maison était silencieuse. En passant près de la cuisine, j'ai vu de la lumière. Ma belle-mère était là, seule, penchée sur les marmites ouvertes. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas. Ce n'était ni une prière chrétienne, ni une invocation musulmane. C'était autre chose. Lent, répétitif. Quand j'ai fait du bruit, elle s'est retournée. Elle souriait. Mais ses yeux n'avaient plus rien de rassurant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nos mauvaises notes n'étaient pas un simple hasard. Que quelque chose se passait à chaque repas. Que, dans cette maison de Dabou, ce que nous mangions ne nourrissait pas seulement nos corps. Quelque chose nous était retiré. Maintenant, bienvenue sur la chaîne Écho d'Ancêtres. À partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais regardé ma belle-mère de la même façon. À Dabou, on dit souvent que lorsqu'un enfant commence à voir clair trop tôt, c'est que le danger est déjà proche. Je n'avais encore rien dit à mon père, mais au fond de moi, une certitude s'installait, quelque chose n'allait pas. Et plus les jours passaient, plus cette certitude devenait lourde à porter. Je me suis mis à faire semblant de manger. Je portais la cuillère à ma bouche, mais je laissais discrètement tomber une partie de la nourriture dans un sachet ou sous la table. Pourtant, même ainsi,
les effets étaient toujours là. Comme si le simple fait de toucher la nourriture suffisait. Les jours suivants, mes notes continuaient de baisser. Mon esprit se brouillait. J'avais du mal à me concentrer, même à la maison. Un matin, notre institutrice m'a retenue après le cours. « Tu n'es plus le même », m'a-t-elle dit. « Ton regard est ailleurs. » Je n'ai pas su quoi répondre. À la maison, l'atmosphère devenait pesante. Ma belle-mère parlait de moins en moins. Elle observait davantage. Elle savait. Je le sentais. Elle savait que je doutais. Un soir, alors que mon père n'était pas encore rentré, elle m'a appelé dans la cuisine. « Tu ne manges plus comme avant », a-t-elle dit sans lever la voix. Mon cœur battait fort. « Je mange », ai-je répondu. Elle a souri lentement. « Non, tu fais semblant. » Ce sourire m'a glacé le sang. Elle s'est approchée, a posé sa main sur mon épaule. Sa main était froide, malgré la chaleur de Dabou. « Les enfants doivent manger ce qu'on leur donne », a-t-elle murmuré. « Sinon, ils se perdent. » Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je me voyais assis dans une salle de classe vide. Le tableau était noir, mais les lettres écrites dessus coulaient comme de l'eau. À chaque fois que j'essayais de lire, une main invisible effaçait les mots. Le lendemain, au marché de Dabou, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que j'aidais une voisine à porter son panier, une vieille femme m'a arrêté net. Elle m'a regardé longuement, comme si elle lisait à l'intérieur de moi. « Mon enfant », a-t-elle dit. « Tu manges chez qui ?» Sa question m'a surpris. « Chez ma belle-mère », ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement. Il y a des maisons où la nourriture nourrit, et d'autres où elle prend. Avant que je puisse poser une question, elle est partie, se fondant dans la foule du marché. Ces paroles n'ont plus quitté mon esprit. J'ai commencé à observer le quartier. J'ai remarqué que les enfants de la maison voisine, qui mangeaient souvent chez nous, avaient eux aussi changé. Leurs résultats scolaires chutaient. Leur énergie disparaissait. Leurs parents parlaient de malchance, de mauvais sort, sans jamais oser nommer la cause. À Dabou, on ne dit pas tout à voix haute. Un après-midi, j'ai fouillé la cuisine pendant que ma belle-mère dormait. Derrière les marmites, j'ai trouvé un petit sachet en tissu rouge, caché dans une boîte. À l'intérieur, il y avait des cheveux, des ongles et un papier couvert de symboles étranges. Mon souffle s'est coupé. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement notre chance à l'école qui disparaissait. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui nous liait à elle, repas après repas. Le soir même, mon père a annoncé une bonne nouvelle. « Vous allez changer d'école l'année prochaine », a-t-il dit. Une meilleure école, à Abidjan. Ma belle-mère n'a rien dit. Elle a continué à manger lentement. Mais son regard s'est assombri. Cette nuit-là, j'ai entendu des pas dans la maison. Des murmures. Des bruits de marmites déplacées. Et une voix, basse, déterminée. Personne ne part. À cet instant, j'ai compris que Dabou n'était plus seulement notre maison. C'était devenu une prison. À partir de l'annonce de notre départ pour Abidjan, la maison de Dabou a changé de visage. Ma belle-mère ne souriait plus du tout. Elle parlait peu, mais chacun de ses gestes semblait chargé d'une colère silencieuse. Les repas étaient plus lourds, les odeurs plus fortes, presque écœurantes. Même mon père, qui d'habitude mangeait sans poser de questions, a commencé à se plaindre de fatigue et de maux de tête. C'était nouveau. J'ai compris alors que ce que nous subissions depuis des mois ne nous était pas réservé. Une nuit, j'ai décidé de parler à mon petit frère. Nous étions allongés sur nos nattes, dans le noir. « Tu te sens comment après avoir mangé ?» lui ai-je demandé. Il a hésité, puis a murmuré, comme si je devenais petit, à l'intérieur. Ces mots m'ont brisé le cœur. Le lendemain, je suis retournée au marché. J'ai cherché la vieille femme. Je l'ai trouvée assise à l'ombre d'un manguier, les yeux mi-clos. Quand elle m'a vue, elle a soupiré. « Je t'attendais. » Je lui ai tout raconté. Les repas, les notes, les rêves, le sachet rouge. Elle a hoché la tête. « Elle mange votre avenir », a-t-elle dit sans détour. Certaines personnes ne mangent pas avec la bouche, mais avec la chance des autres. Je lui ai demandé quoi faire. Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Ce que tu refuses de manger, elle va essayer de te le faire avaler autrement. Avant de partir, elle m'a donné une petite poudre blanche enveloppée dans une feuille sèche. Mets-en sous ta langue avant de manger. Pas pour la défier. Juste pour te protéger. À la maison, le soir venu, ma belle-mère avait préparé un plat différent. Plus sombre. Plus épais. Elle nous a servi sans un mot. Avant de porter la cuillère à ma bouche, j'ai glissé la poudre sous ma langue. Le goût était amer. Presque immédiatement, j'ai senti une résistance.
Comme si quelque chose, en moi, refusait de céder. Ma belle-mère s'est figée. Son regard s'est planté dans le mien. « Qui t'a parlé ?» a-t-elle demandé calmement. Je n'ai pas répondu. La cuillère de mon frère est tombée au sol. Elle s'est levée d'un bond. « Ramasse !» a-t-elle crié. C'était la première fois qu'elle élevait la voix. Cette nuit-là, la maison a tremblé. J'ai entendu des pas tourner autour de notre chambre. Des murmures. Des phrases répétées encore et encore. Les murs semblaient respirer. Mon petit frère tremblait contre moi. Au petit matin, mon père est tombé malade. Il ne pouvait plus se lever. Il parlait de rêves où une femme était assise sur sa poitrine, lui coupant le souffle. Ma belle-mère faisait semblant de s'inquiéter, mais ses yeux brillaient d'une étrange satisfaction. J'ai compris qu'elle punissait. Le lendemain, j'ai refusé de manger. Elle a posé l'assiette devant moi, lentement. « Tu crois pouvoir partir avec ce qui m'appartient ?» a-t-elle murmuré. J'ai senti la peur me traverser, mais aussi une force nouvelle. « Notre avenir ne t'appartient pas, ai-je dit. » Elle a ri. Un rire sec, sans joie. On ne reprend pas ce qui a déjà été mangé. Cette nuit-là, la vieille femme est venue à la maison. Personne ne l'avait invitée. Elle s'est assise en face de ma belle-mère, sans peur. « Tu as trop pris, a-t-elle dit. Et tu sais ce que ça coûte. » Le silence était lourd. Pour la première fois, ma belle-mère a baissé les yeux. Mais je savais que l'histoire n'était pas terminée. Parce que ce qui se transmet par la nourriture ne se brise jamais sans sacrifice. La vieille femme est restée assise longtemps en face de ma belle-mère. Personne ne parlait. Même la nuit semblait retenir son souffle autour de la maison de Dabou. Mon père était allongé dans la chambre, faible, respirant difficilement. Mon petit frère s'accrochait à moi, comme s'il sentait que quelque chose de définitif allait se jouer. Quant à ma belle-mère, elle n'avait plus rien de la femme discrète et souriante que Dabou connaissait. « Tu as dépassé la limite, dit enfin la vieille femme. Ces enfants ne sont pas ton champ. » Ma belle-mère a levé lentement la tête. « Personne ne m'a rien donné, répondit-elle. J'ai pris. » À cet instant, j'ai compris une chose terrible. Elle ne regrettait rien. Pour elle, notre chance, notre intelligence, nos rêves, tout cela n'était qu'une ressource. La vieille femme s'est tournée vers moi. « Tu veux récupérer ce qui a été mangé ?» J'ai hésité. « Oui. » Elle a fermé les yeux. « Alors écoute bien. Ce qui est pris par la nourriture ne revient jamais gratuitement. Quelqu'un doit payer. » Ma belle-mère a souri. « Toujours le même discours, dit-elle. Dis-leur le prix. » La vieille femme a ouvert les yeux et a regardé mon petit frère. « L'un de vous n'oubliera jamais. » Le silence est tombé comme un coup de machette. À cet instant précis, alors que la peur me serrait la gorge, j'ai pensé à toutes ces histoires qu'on écoute le soir, à ces récits qu'on partage pour avertir, pour transmettre. Et je me suis dit que si nous survivions, il faudrait que cette histoire soit racontée, entendue au-delà de Dabou, au-delà même de la Côte d'Ivoire. Parce que ces choses existent partout. Alors, pendant que l'histoire continue, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, et dites-nous en commentaire dans quel pays vous regardez, car ces récits traversent les frontières, comme les échos des ancêtres. La vieille femme a sorti une petite calebasse. Elle a versé un liquide sombre sur le sol de la cuisine. « Bois » a-t-elle dit à ma belle-mère. « Non » répondit-elle aussitôt. La vieille femme a hoché la tête. « Alors ce sera autrement. » Cette nuit-là, les cris ont réveillé tout le quartier. Des cris étouffés, comme venant de très loin. Quand les voisins sont arrivés, ils ont trouvé ma belle-mère au sol, incapable de parler, les yeux ouverts mais vides. Elle n'a jamais avoué. Mais dès le lendemain, quelque chose a changé. À l'école, mes idées revenaient. Lentement. Mes notes ont cessé de chuter. Mon petit frère recommençait à apprendre, mais il faisait des cauchemars chaque nuit. Il se réveillait en pleurant, disant qu'une femme voulait lui faire avaler ses cahiers. Mon père a guéri. Pas complètement. Il est devenu plus silencieux, comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Quant à ma belle-mère, elle est restée dans la maison, mais elle ne cuisinait plus jamais. Elle regardait les marmites comme on regarde un ennemi. Quelques mois plus tard, elle est partie sans un mot. Personne à Dabou ne sait où elle est allée. Notre chance est revenue, mais pas intacte. J'ai compris alors la vérité que les anciens connaissent. Ce qui est volé par la nourriture laisse toujours une cicatrice. Aujourd'hui encore, quand je mange chez quelqu'un que je ne connais pas, je fais attention. À l'odeur, au regard, au silence autour de la table. Parce que certaines personnes ne nourrissent pas. Elles prennent. Et cette histoire, si elle vous a parlé, si elle vous a rappelé quelque chose, partagez-la pour que d'autres reconnaissent les signes. Ici, c'était Écho d'Ancêtres.
là où les histoires ne sont jamais racontées par hasard. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.